jamais. Ce professeur reconnu est le chef du département sanitaire du commissariat à l'énergie atomique. Les questions de sécurité, c'est lui. Débarqué en Polynésie, début 62, il réalise alors une série d'interventions. Un vrai travail d'information, selon l'État. Mais en réalité, le professeur se borne à désinformer la population sur les dangers du nucléaire. Selon ses dires, aucune raison de s'inquiéter. Tout est prévu pour que ces essais soient les plus propres possibles. Comment contredire un scientifique ? Un travail de fond qui aboutit finalement le 27 juillet 1962 avec la création officielle du Centre d'expérimentation du Pacifique. Une création rapidement suivie des faits. Les premiers techniciens viennent en effet d'arriver et ce qui n'était que rumeurs ou informations plus ou moins fantaisistes vient d'être expliqué et confirmé tant par voie de presse que de radio ou de conférences publiques. Au cours de leur séjour à PIT, le général Thierry, commandant interarmes des armes spéciales, et ses collaborateurs ont insisté sur l'absence totale de danger des expériences projetées et sur leur volonté très ferme d'associer étroitement le nouveau centre nucléaire français au progrès économique et social du territoire. Une fois le centre d'expérimentation du Pacifique officiellement créé, le général de Gaulle ne perd pas de temps. Le début des grands travaux est fixé à l'été 1963. Dès le mois de janvier, un premier détachement du génie de la Légion pose le pied à Papeete. Sa mission, préparer le terrain pour faciliter l'arrivée des milliers de travailleurs et militaires qui bientôt débarqueront. Alors, sur ces îles paradisiaques, on construit à tour de bras. Hangar militaire sur l'aéroport d'abord, route ensuite, puis trottoir et feu de circulation, la Polynésie se prépare. Dans cette France du bout du monde, l'implantation prochaine du futur centre d'expérimentation Pacifique représente une manne financière inespérée. Sur ce territoire oublié de la République, le temps semble s'être figé. L'endroit laisse rêveur les quelques touristes qui commencent à s'y rendre. En même temps, on les comprend. Là-bas, l'été ne se termine jamais et une eau turquoise baigne des atolls bordés de longues plages paradisiaques. Mais derrière la carte postale se niche une autre réalité. L'économie, elle est moribonde. Le peu de matières premières dont dispose le territoire perd de sa valeur. La nacre est concurrencée par les produits de synthèse. La pêche reste très artisanale et l'industrie est quasi inexistante. Dans ces conditions, les milliards de francs promis par l'implantation du centre font rêver la population. Et c'est précisément avec cette adhésion populaire que les premiers vrais travaux d'installation du centre débutent en 1963, comme le raconte Taro Anui Maraea, un responsable de l'église protestante, interrogé par le réalisateur Arnaud Edlot. On s'est prononcé contre les essais nucléaires, c'était prendre le risque d'avoir des divisions dans les paroisses. Moruroa représentait quelque chose d'important dans la mesure où ces personnes ramenaient dans la famille et dans l'île des moyens financiers importants. Mais les élus ne se laissent pas convaincre. Pour eux, les risques sanitaires sont trop importants. Et c'est un vrai problème pour le général de Gaulle. Une question reste en suspens, celle de l'acquisition par l'État français des atolls de Mururoa et de Whangataraufa. Le statut de territoire d'outre-mer, instauré avec la mise en place de la Ve République en 1958, offre une très large autonomie à la Polynésie française. L'État y assure ses fonctions régaliennes, mais le reste des attributions revient au gouvernement et à l'Assemblée territoriale. Et sans l'accord de cette assemblée, impossible pour l'État d'obtenir le droit d'utiliser les atolls comme centre d'essai. Mais le général ne compte pas se laisser faire. Sa quête de l'arme nucléaire ne peut être freinée par quelques élus récalcitrants. Et Medjimald, gouverneur de Polynésie, a beau tout mettre en œuvre pour mettre au pas l'Assemblée, rien n'y fait. C'est en 1963 que tout va se jouer. Jacques Denis Drolet, député de l'Assemblée territoriale, se trouve alors à Paris. Il est chargé par ses pairs de plaider la cause polynésienne auprès des autorités. Il est convoqué par le secrétaire général de l'Élysée, Jacques Foccart. Mais à son arrivée au palais, ce n'est pas Foccart qu'il rencontre, mais bien le président. Et face aux députés, le général ne fait pas dans la demi-mesure, comme le raconte plus tard l'élu lors d'une audition à l'Assemblée nationale.
je rencontrai le général de Gaulle qui me fit comprendre que pour les intérêts suprêmes de la nation, il était prêt à décréter que la Polynésie française deviendrait territoire stratégique militaire doté d'un gouvernement militaire si nous n'accédions pas à sa demande de transfert. Et comme ce général n'a pas la réputation de plaisanter, j'ai pris la menace ou le chantage au sérieux. Nous avions tellement lutté et payé cher pour nos acquis démocratiques que dans mon esprit, je conçus de lâcher du lest pour éviter le joug d'un gouvernement militaire. Effectivement, le 6 février 1964, l'Assemblée territoriale polynésienne signe la cession sans condition des atolls de Mururoa, de Whangata au Fa, l'État français. Voilà, la question est réglée. Plus rien ne peut arrêter la marche en avant du général. Et lors de son arrivée à Papeete le 7 septembre 1966, le président français ne cache pas sa joie, étant à revoir un peu l'histoire. Vous avez parlé du centre d'expérimentation du Pacifique. Et oui, il est vrai que la Polynésie a bien voulu être le siège de cette grande organisation destinée à donner à la puissance française le caractère de la dissuasion qui doit à tous, dans un monde dangereux, nous assurer la paix. C'est vrai. Il y a d'ailleurs, si j'ose dire, des compensations. Le développement qui accompagne cette organisation du centre est éclatant. Ce qui doit suivre ne le sera pas moins. Le peuple polynésien, lui, ne sait rien des dessous de cette cession. Ce qu'il retire avant tout, c'est la présence historique d'un président de la République sur son territoire, ce qui est une première, une fierté immense qui joue évidemment en faveur du général. Cette histoire, en fait, débute le 2 juillet 1966, soit 2 mois plus tôt. À 5h40, heure locale, retentit le premier essai aérien français dans le Pacifique. Baptisé Aldebaran, cet essai est couronné de succès. D'une puissance de 200 kilotonnes, cette bombe est 10 fois plus puissante que celle d'Hiroshima et Nagasaki. S'ensuit alors une série de 34 tirs aériens, avec en point d'orgue le premier tir thermonucléaire de l'histoire française. Réalisé le 2 août 1968, Canopus, c'est son nom, permet au général de Gaulle d'atteindre enfin son ambition, se mettre au niveau des autres puissances nucléaires de la planète. En 1974, la France rejoint le moratoire international sur les essais aériens. Désormais, ce sera en sous-sol. Et le dernier aura lieu en 1996, sous la présidence de Jacques Chirac. Jusqu'à cette date, la France réalise plus de 193 essais nucléaires dans le Pacifique et se place juste derrière les Américains et les Russes. Ainsi va la belle histoire d'une France grande parmi les grandes, qui grâce à son centre d'essai dans le Pacifique est désormais à la place qui est la sienne. Un beau récit français, écrit en harmonie avec le peuple polynésien tout entier, bien sûr. Voilà pour l'histoire officielle. Vertrauen gewinnen. Tagebuchnotiz. Invalide à la retraite le jour et portier la nuit. Mon violon d'Ingres, la photo porno, c'est tout ce qui me reste avec cette infirmité. Pour les êtres mûrs, il n'existe pas de pornographie. Elle n'existe que pour ceux qui ont encore besoin d'être guidés. Si mes enfants ne me suivent pas au pays de mon hobby, toi au moins tu m'y suivras, Gretel. Et maintenant que ça saute, mon appareil est impatient d'exercer ses fonctions. Tu ne peux pas me photographier habillé comme tout le monde, non. Habillé, n'importe quel photographe du dimanche peut le faire. En outre, j'en profite 2 fois. D'abord en prenant les photos et ensuite en les regardant pour les soumettre à mon jugement critique. Entre les deux, il y a le développement et l'agrandissement. Ça aussi, c'est amusant. La
compagnie des auteurs sur France Culture avec cet extrait des Exclus, roman ici interprété par Michael Cohen. C'est un roman qui date de 1980. C'est pas le roman le plus difficile à lire, en l'occurrence, il est dans une veine peut-être moins expérimentale que les autres. Qu'est-ce que vous retenez de cet extrait, Florence Banco ? Déjà ce personnage du père, qui est un personnage qui est en lui-même très très antipathique, parce qu'effectivement sur les transformateurs de sortie, qui sont l'une des pièces maîtresses de l'amplificateur, il faut forum qui s'ouvre dans une ambiance plutôt pessimiste. Oui, il y a pourtant un grand soleil sur Davos aujourd'hui, mais c'est vrai que l'ambiance de ce forum économique mondial a rarement été aussi morose. Guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis, Brexit, tensions géopolitiques, montée des populismes. La liste des menaces qui planent sur la mondialisation est longue et les grands patrons n'ont pas vraiment le moral. 29% se disent même franchement pessimistes. C'est 6 fois plus que l'année dernière. Alors, ils ont tout de même fait le déplacement jusque dans la station, comme toujours, ultra sécurisée des Alpes suisses pour réfléchir au thème. Un peu abscon, il faut le reconnaître, de cette édition 2019, concevoir une nouvelle architecture mondiale à l'âge de la 4e révolution industrielle. Les conférences, les tables rondes qui suivent, les séminaires sont un peu du même style. Les neurosciences du bonheur, les écosystèmes numériques, les risques financiers ou encore la réduction des déchets. Le rendez-vous d'élite mondiale est plus que jamais celui des bonnes intentions. Le fondateur du forum, Klaus Schwab, plaide pour une moralisation de la mondialisation. À son arrivée à Davos hier, Christine Lagarde, la présidente du FMI, a elle mis en garde contre la croissance des inégalités afin de défendre une croissance résiliente, inclusive et coopérative. À Davos, c'est un peu une tradition, on prêche toujours la bonne parole. Et cette année, devant un nombre record de participants, 3200, c'est du jamais vu depuis la création du forum. Pourtant, vous l'avez dit, Davos cette année, ce sont surtout ceux qui ne sont pas là. Donald Trump pour cause de shutdown, Theresa May empêtrée dans le Brexit, Emmanuel Macron pourtant ovationné l'année dernière a lui aussi décliné l'invitation. Et puis il y a une autre absence très remarquée, celle de Carlos Ghosn, toujours détenu au Japon. Celui qui est encore patron de Renault pour quelques heures était une des figures de ce forum économique mondial. Merci Isabelle Chailloux. Parmi les participants à ce sommet, il y a donc, vous l'avez dit, des chefs d'entreprise, des dirigeants, mais aussi une jeune Suédoise de 16 ans, bien décidée à mobiliser les décideurs politiques contre le réchauffement climatique. Elle s'appelle Greta Thunberg. Vous avez peut-être entendu parler d'elle. Elle avait fait un discours remarqué à la COP24 en Pologne. Et puis chaque vendredi, elle sèche l'école pour manifester devant le Parlement suédois, ce qui l'a rendu célèbre dans son pays. Frédéric Faux, vous êtes le correspondant de France Info en Suède. La jeune Greta est aussi devenue la cible de groupes d'extrême droite sur les réseaux sociaux. Comment réagit-elle ? Eh bien écoutez, avec un flegme surprenant. Greta est une adolescente, une petite blonde coiffée de deux nattes au regard buté, qui passe tous ses vendredis à manifester sous la pluie ou quand il fait moins 10, comme c'est le cas en ce moment. Donc ce ne sont pas quelques commentaires désobligeants sur Internet qui vont l'arrêter. Le plus dur pour elle, ça a été ce mois d'août, quand elle a commencé sa grève toute seule avec sa pancarte en carton. Pas grand monde alors ne la prenait au sérieux. Mais les choses ont changé. Elle est maintenant entourée d'un groupe de militants et d'autres jeunes grévistes, et elle est devenue une personnalité, désignée par le magazine Time comme étant l'une des adolescentes les plus influentes au monde, invitée à s'exprimer à la COP24 de Katowice. Et ce matin, elle part donc pour Davos en Suisse avec la ferme intention de s'adresser aux 60 chefs d'État présents. Je pense qu'en étant là-bas et en faisant des discours, je peux attirer l'attention sur la crise climatique pour qu'ils oublient leur intérêt personnel pour s'intéresser au climat. Et ce qu'il faut noter, c'est que cette passion pour l'environnement n'a pas été dictée ou inspirée par ses parents.
C'est vrai, Greta est devenue végane, elle ne prend plus l'avion, elle n'achète plus de produits neufs, puis elle a convaincu ses parents de faire la même chose. Sa mère est certes connue ici pour son engagement en faveur des droits de l'homme, mais c'est aussi une chanteuse lyrique qui prenait tout le temps l'avion. Elle a donc changé de carrière. Son père rêvait de conduire un gros 4x4, il roule maintenant en voiture électrique. C'est lui qui va l'accompagner à Davos, comme il l'a déjà fait à Katowice, avec comme but évidemment d'avoir la plus faible empreinte carbone possible. À Davos, on y va en train. Ce n'est pas si dur que ça en fait. En partant de Stockholm tôt le matin, l'après-midi on est à Hambourg et là on prend le train de nuit pour Zurich. Voilà, on parle quand même d'un voyage de 1800 km de plus de 24 heures, un voyage que Greta refera de nouveau dans l'autre sens pour rentrer chez elle. Une chronique maintenant qui intéressera tout particulièrement les utilisateurs de WhatsApp. Bonjour Jérôme Colombin. Bonjour Céline, bonjour à tous. L'application qui est très pratique, on le sait, pour communiquer avec ses amis ou avec ses collègues, est en train de faire évoluer ses règles pour lutter contre la propagation des fausses informations, les fameuses fake news. WhatsApp a décidé de restreindre le partage de contenu entre utilisateurs. En effet, depuis hier, on ne peut plus partager de contenu sur WhatsApp avec plus de 5 contacts, c'est-à-dire 5 personnes ou 5 groupes de personnes. Alors on parle de la fonction faire suivre qui permet d'un simple clic de renvoyer un contenu que vous avez vous-même reçu par WhatsApp. Donc n'espérez plus inonder vos amis avec cette vidéo de chat ou vous connaissez bien qui fait du skateboard ou cette caricature qui vous fait tellement rire. Ce sera un petit peu plus compliqué, en tout cas un peu plus limité. Alors pour l'instant c'est uniquement sur les smartphones Android. Bientôt ça arrivera sur iPhone via une mise à jour. Et en quoi ça va permettre de lutter contre les infox ? Alors l'idée c'est de limiter leur propagation de manière mécanique en fait, de manière arithmétique. C'est-à-dire qu'avant vous pouviez faire suivre des contenus à 20 groupes, sachant qu'un groupe peut contenir 256 personnes. Donc je vous laisse faire le calcul, ça fait potentiellement, même si c'est très théorique, 5120 personnes en quelques clics à peine. Mais désormais vous ne pourrez plus toucher que 5 fois 256, 1280 contacts. Et puis c'est pas tout, parce que WhatsApp va également limiter les fonctions des administrateurs de groupes. C'est-à-dire que on pourrait créer des groupes, mais par exemple interdire les membres de partager eux-mêmes des contenus. Donc ce sera uniquement, si vous voulez, de l'information descendante. Ça devrait aussi limiter probablement la propagation des fake news. Il faut savoir que les groupes WhatsApp, vous l'avez dit, sont très utilisés entre amis, mais aussi dans le milieu professionnel et parfois même au-delà, dans des communautés. Par exemple, WhatsApp avait en réalité déjà décidé de limiter la fonction de partage en Inde suite à des affaires terribles qui ont eu lieu, des lynchages de personnes suite à la propagation de fausses informations concernant des pseudo-kidnappings d'enfants. Est-ce que ça peut vraiment être efficace, ça ? Alors probablement, puisque en plus c'est le seul moyen, en réalité c'est l'un des seuls moyens d'agir, puisque sur WhatsApp on ne peut pas filtrer les messages en fonction de leur contenu, on ne peut pas analyser, puisque ces messages sont interpersonnels et ils sont confidentiels, ils sont chiffrés, sont réservés vraiment aux personnes qui les échangent. Mais on peut donc diminuer leur portée et ainsi en principe réduire la visibilité. Sur Facebook c'est différent, vous le savez, puisque là la plupart des messages sont publics, on peut donc analyser les contenus, même si c'est une tâche colossale, et a priori les amoindrir leur visibilité. Mais il y a aussi Messenger qui appartient à Facebook et qui ressemble un peu à WhatsApp. Donc en fait tout ça pour dire que si vous voulez, la lutte contre les infox, les fausses nouvelles, on le voit, ça prend vraiment une forme différente sur chaque plateforme en fonction des spécificités de chacune. Et on n'a pas fini d'en parler donc. Merci beaucoup Jérôme Colombin. France Info Météo avec les agences meilleurtaux.com. Crédit immobilier, assurance de prêt, 300 agences meilleurtaux.com à vos côtés partout en France. Il y a la météo avec vous, Elodie Calac, et 24 départements en vigilance orange. La neige gagne le massif central, l'ouest de la Bourgogne et de la Lorraine, puis les frontières de l'Est ce soir où c'est souvent ensoleillé pour le moment. Des averses concernent les régions voisines de la Manche, elles deviendront neigeuses et progresseront vers les Hauts-de-France, la région parisienne et le centre ce soir et cette nuit, après une accalmie cet après-midi. Les averses de neige concerneront une grande partie est demain. Au total, la couche de neige pourrait atteindre 3 à 5 cm, localement 8 sur les Ardennes et sur l'ouest de la Bourgogne, comptez 5 à 10 cm, jusqu'à 15 possible. En allant vers le sud-ouest, c'est de la pluie. Sur les Pyrénées, on attend 20 à 40 cm en moyenne montagne, parfois jusqu'à 1 mètre supplémentaire demain, avec beaucoup de vent en prime. Soyez très prudents, le risque d'avalanche deviendra élevé. Pour les températures, pas plus de 1 degré à Metz et à Aurillac, 3 à Paris, Lyon, Limoges, encore 8 degrés à Cherbourg et La Rochelle, et 12 à Toulon. France Info, il est 15h30. France Info. Le point, ouvrez l'info.
Hélène n'est pas disponible pour le moment. Merci de l'aider. D'avoir également été ainsi retenu les braqueurs. Allô? C'est moi. Oui? Je suis encore dans le col de Saverne, il y a un immense embouteillage, j'ai pas pu monter sur la A4. Ah bon? Mais t'es pas encore allé à Erstein? Ben non, je suis dans le col de Saverne, on est obligé de prendre la National 4, il y a une déviation, je sais pas pourquoi, je sais pas la raison, j'écoute la radio, il n'y a rien qui est dit. Mais qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi il y a un embouteillage? J'en sais rien, et alors en plus on n'a pas pu prendre la A4, donc il y avait eu un embouteillage avant Fasmo. Après les gendarmes ils me disent d'aller à droite direction le col de Saverne, et le col de Saverne il est tout le temps embouteillé. Ah bon? Mais écoute, tu vas te coucher à quelle heure? Bah là peut-être qu'il faudra que je téléphone, il est quelle heure là? Il doit être, je sais pas, là je peux pas Là, il est 15h32. 5h30, 3h30. 3h30, ouais. Bah, de toute façon, le... Ah bah ouais, bah tu téléphones, tu dis que tu peux pas travailler ce soir. Tu te rends compte, à la fois encore que t'ailles à Erstein et tout? Allô? Ouais, j'ai entendu. Bah, tu dis que tu peux pas travailler, hein? Et je suis encore dans les embouteillages. Là, j'arrive bientôt à l'hôpital de Saverne. Tu te rends compte, t'as encore allé à Erstein et tout ça? T'es pas couché avant 5 heures? Peut-être qu'il faudra que je prévienne. Ah oui, faut que tu leur dises, hein? Ouais. Mais tu peux pas aller travailler, hein? Mais en plus, j'ai Tu les as pas encore? Non, pas encore. Tu les as pas prévenus? En plus, j'ai déjà dépassé les temps de conduite, puisque j'ai 10h30 de conduite, maximum 10 heures 2 fois par semaine. Ouais, ben, tu leur téléphones. Normalement, en théorie, normalement, je dois m'arrêter, me reposer et reprendre dans 9 heures. Oui, bon, enfin là, tu dis que tu peux pas aller travailler, tu leur téléphones tout de suite, parce que après, t'auras plus ton téléphone, il sera vide. Ouais. Alors, téléphone tout de suite. Ouais. Voilà. Et tu me diras, hein, parce que pour moi, pour demain, si tu manges à midi. Normalement, ouais. Ouais. Ben non, si tu travailles pas. Oui, si tu travailles pas, oui. Ouais. Bon, Et t'as pas d'informations? Qu'est-ce qui se passe sur la A4? Bon, j'en sais rien, peut-être qu'il y a un accident. Ouais, peut-être des gilets jaunes, mais les gilets jaunes, je n'ai pas entendu aujourd'hui. Non, je crois pas qu'ils font aujourd'hui. Ils feront pas, ils ont dit qu'ils feront plus les ronds-points. Ah ouais? Non, j'ai plutôt eu un accident. Ouais. Bon, un téléphone tout de suite chez Chalaban, tu dis que tu ne seras pas rentré avant 6 heures. Ouais, non, quand même pas. 5h30. Ouais, non, tu leur dis 6 heures. Non, mais je dis pas, je préviens pas, je leur dirai quand je serai rentré, je vais pas leur dire à 6 heures. Bah oui, mais il faut aussi qu'ils... J'en sais rien, ça va peut-être... Pour l'instant, je suis dans les embouteillages, alors si ça continue comme ça, même... Oui, mais oui, mais il faut que tu leur dises à l'avance pour qu'ils trouvent quelqu'un d'autre. Non, mais je leur dirai, je peux pas trop rouler, alors, à partir de 15h... Attends, il est 15h. Faut que je commence à 23h, dans 7h30, je dois commencer, on doit avoir 9 heures de repos. Donc la loi m'interdit de rouler à l'heure pour partir. Non, légalement, j'ai pas le droit de rouler ce soir sur la même ligne. Oui, exactement. Voilà. Bon. Bon. Ah, ça roule de nuit. Au revoir. Au revoir. Oui. Au revoir. De laisser bien sûr passer les saleuses et les engins techniques, de rester dans leurs traces derrière, d'allumer les feux de croisement. Et feu de croisement qu'on allume. Feu de croisement. C'est uniquement lorsqu'il neige beaucoup qu'il faut mettre les feux, les anti-brouillards, parce que sinon vous allez éblouir avant pour et être vu arrière. évidemment par celui qui arrive juste après. Oui. Et puis réduire les vitesses. Donc ça, c'est vraiment les conseils qui se concernent la conduite. Mais sinon, il y a des conseils qui sont des conseils justement pour peut-être anticiper ces moments de blocage. Donc faites le plein.
Bonjour, c'est Henri Schneider à l'appareil. Oui, là, je sais pas ce qui s'est passé. Quand je suis arrivé à Falsbourg, il y a eu une déviation. Alors déjà, il y avait un embouteillage. Il y a eu un accident. Ah oui, d'accord. Effectivement, il y a eu un très grave accident. Il y a eu que je dise pas de bêtises, un super lourd qui s'est couché sur la voie. Oui. Du coup, ouais, vous êtes obligé de passer par la déviation, mais le Einstein est au courant, donc ils sont en retard du courant, il n'y a pas de problème. Mais là, je suis encore dans le col de Saverne, il est déjà 15h32, je sais pas si je peux rouler ce soir. Ce soir, pourquoi? Non, c'est 23h le départ ce soir. Là, il est déjà 15h32, je suis même pas rentré encore. Attends, une seconde, que je me mette dessus. Surtout qu'en plus, moi, bon, j'hésite pas à dépasser le temps de conduite, j'ai déjà 10h30 de conduite. Mais normalement, bon, j'y vais, je rentre. Mais ce soir, je sais pas si ça fait déjà, je les accumule, les fautes, ça risque de coûter cher. Hein. Putain, il y a déjà 1h34 de retard par rapport à ce soir. Pareil, des petites secondes. Celui-là, il me reste encore combien de temps de route? Bah, temps de route, là, j'ai dépassé les 10h, j'ai déjà 10h30, mais attendez, je regarde exactement. Là, j'ai... En temps de route, j'ai 10h... bah là, il faut moins, à mon avis, une bonne heure. Hein, parce que, en plus, si ça roule comme ça, c'est encore pire. Parce que là, ça roule très lentement. Et ça s'arrête tout le temps. Alors, je sais pas combien de temps ça va durer. Mais en théorie, si je roule, une heure normalement. Si ça roule normalement, 1 heure. Mais je crois que ça roule pas normalement. Attends, des petites secondes. Faut que je demande, faut que je mette Samy à la place. Oui. Et vous, faut que vous preniez la Clermont 1. Ouais, la Clermont 1, ouais. Celle que j'aurais dû... part à 2h. Celle que j'aurais dû faire jeudi. Elle est à quelle heure, la Clermont 1? Départ 2h. Départ 2h, et c'est de nouveau quelle remorque et tout ça? Vous pouvez m'envoyer par SMS le tracteur? J'ai juste le tracteur, c'est le EG780L. Ah ouais, d'accord. La semi-Syncolipost. Ouais. La semi-Syncolipost. Donc je vais appeler comme monsieur Saminapen, c'est pas mal. Ouais. Je vais lui en parler. Je vous rappelle, hein. Ouais. C'est joignable. Hein. Ouais. Grand vos oreilles. En ce moment, c'est les petits prix à volonté chez Bouygues Télécom. Le forfait sensation 50 Go est à moins 50% la première année pour les clients B-Box. Oui, 50% de réduction pendant 1 an. Rendez-vous vite en boutique Bouygues Télécom. Offre soumise à condition avec engagement 24 mois et conservation du numéro. France 2. Philharmonia, la nouvelle série événement. Une chef d'orchestre à la renommée internationale. Ist ja auch dazu da zu verstehen und zu befragen, aber dann auch nicht zuzulassen, dass innerhalb des Diskurses, der dort geführt wird, dann die Menschen ausfällig werden. Wir haben derzeit eine Diskussion. Pays émergents qui tirent leur épingle du jeu. Alors maintenant, en prenant un petit peu de recul, vous l'avez posé la question, quels sont les catalyseurs du marché? Il y a 2 types de catalyseurs. Il y a les catalyseurs de type politique, et évidemment, les 2 catalyseurs auxquels se sont intéressés les marchés récemment, c'était premièrement la perspective d'un accord commercial avec la Chine et les États-Unis. On en avait parlé il y a 15 jours. Maintenant, sur ce terrain-là, je pense que on est bien avancé et le marché aujourd'hui a largement intégré la perspective d'un accord. Est-ce qu'il l'a totalement intégré? C'est une question qui reste ouverte, mais c'est très fortement intégré dans les cours. Deuxième catalyseur, le Brexit, qui me paraît essentiel. Là encore, je dirais que ce qui caractérise le marché, c'est la complaisance avec laquelle la question du Brexit est traitée
par l'ensemble des acteurs. J'entends on a tendance, si vous voulez, à évacuer la perspective d'une sortie sans accord. Pourquoi? Parce que c'est le scénario qui est vendu, à mon avis, de manière pas totalement justifiée, comme le scénario du pire. Et donc le scénario que personne ne souhaite, et donc le scénario qui sera absolument évité. Mais de là à en tirer comme conclusion des derniers événements que le scénario le plus probable, c'est la perspective d'un no-Brexit, c'est-à-dire d'une annulation totale du Brexit, à mon avis, c'est allé un peu vite en besogne. Donc je ne vais pas m'attarder sur ces facteurs, parce que je pense que ce sont les facteurs du passé qui sont en train de s'estomper exactement. Dans l'impact qu'ils ont sur les marchés. Absolument. Et la principale raison de la correction qu'on a eue en 2018, et notamment de la première phase corrective, c'était la tension de liquidité qu'on a eue, c'est-à-dire le resserrement des banques centrales. Alors je m'explique là-dessus. Sur la Réserve fédérale, on a deux types de resserrement. On a les hausses de taux. Donc aujourd'hui, la Réserve fédérale est en pause. Elle a monté ses taux 9 fois depuis décembre 2015. Et un tournant des marchés, ça a été début janvier, quand Jay Powell, le président de la Fed, a dit que maintenant la Réserve fédérale était en position d'attente. Ce qui a à peu près parfaitement coïncidé avec le début du rebond des marchés qui a commencé au moment de Noël ou après Noël, mais dans l'anticipation d'un discours de Jérôme Powell qui deviendrait plus accommodant. Absolument. Deuxième type de resserrement monétaire, c'est ce qu'on appelle le quantitative tightening. Donc le resserrement quantitatif, c'est la diminution des actifs au bilan de la Fed. Donc je rappelle que la Réserve fédérale, depuis un an environ, aujourd'hui on fête les 1 an du début de resserrement, elle vend 50 milliards d'actifs par mois de son bilan. Et là encore, Jay Powell s'est montré rassurant en disant que on ne pouvait pas indéfiniment considérer ce resserrement quantitatif comme indéfini, qui pouvait être remis en question à tout moment. Et en effet, ça a rassuré les marchés de ce point de vue-là début janvier. Donc, juste, parce qu'il faut qu'on avance, Jean-Jacques, mais aujourd'hui, dans votre analyse, ce qui a le plus d'impact sur les marchés, c'est cette question de la liquidité apportée par les banques centrales, en premier lieu par la Réserve fédérale américaine. Troisième resserrement de liquidité, c'est très important à mon sens, c'est la Banque centrale européenne, alors qui ne resserre pas totalement ses liquidités, mais qui arrête. C'est un flux net d'achat qui s'estompe et qui s'est même éteint. Enfin, il n'y a plus d'achat net à proprement parler de la Banque centrale européenne. Une fois qu'on a fait ce constat, comment est-ce qu'on répond à la question de départ? Alors maintenant, la question fondamentale qu'il va falloir se poser, c'est de dire, on a une correction qui a été due au resserrement quantitatif des banques centrales européennes, enfin de la Banque centrale européenne, mais surtout de la Réserve fédérale. La question fondamentale, c'est est-ce que finalement cette position d'attentisme des banques centrales va se révéler être efficace pour temporiser ce resserrement? Nous répondons non à cette question. Nous pensons que la tension sur le cycle mondial est beaucoup plus importante, par exemple, qu'en 2016. Les courbes sont aplaties, notamment la courbe américaine est aplatie, on est beaucoup plus en fin de cycle. Il y a nombre de signaux de ralentissement sur l'économie chinoise, sur les économies émergentes. Je ne vais pas tous les détailler. Le FMI a dégradé ses perspectives de croissance hier. En zone euro, on a fait un trimestre de récession dans les principaux pays, notamment sur les aspects industriels. Et en fait, on a des indicateurs, notamment en provenance de Corée du Sud, qui montrent que le commerce mondial se ralentit fortement. Donc le ralentissement, à mon sens, est beaucoup plus prononcé aujourd'hui qu'il ne l'était en 2016. Et il y a plus de chances qu'on soit dans une partie du cycle qui est beaucoup plus mature qu'en 2016. Donc il y a une question qui est fondamentale, c'est est-ce qu'on a un ralentissement de milieu de cycle? Il y a peu de chances qu'on soit dans un ralentissement de milieu de cycle, et donc il y a une forte chance que des mots et une position, ce qu'on appelle de forward guidance, si vous voulez, c'est-à-dire une position purement discursive des banques centrales, soit suffisante pour assurer le marché. Les tensions financières et économiques, selon vous, vous en êtes convaincus, vont perdurer malgré des banques centrales qui se sont mises en pause pour l'instant. Alors, la position des banques centrales ne suffit pas à freiner, réduire, atténuer ces tensions économiques et ces tensions financières. Alors absolument, on peut le prouver en regardant certains indicateurs clés. Alors ça a été dit tout à l'heure, les volatilités implicites se sont tassées, les conditions financières se sont légèrement améliorées depuis le début de l'année, mais en regardant attentivement les indicateurs financiers, on voit qu'il y a 2 points
et j'en ai déjà un petit peu parlé, deux points du système financier qui ne se sont pas améliorés, 2 points névralgiques. Le premier nœud financier essentiel, c'est le marché du crédit européen. Aujourd'hui, sur la dette spéculative au rendement européenne des entreprises, on est à 421 points de base de spread. Pour donner une idée, on était quasiment autour de 500 en début d'année, donc on s'est légèrement détendu, mais on est 2% au-dessus du niveau où on était en début d'année 2018. Donc il nous reste encore 200 points de base à baisser pour dire que ça y est, on est dans un marché où tout est parfait, etc. Alors même si on était plutôt complaisant vis-à-vis du marché et qu'on devait retracer la moitié, il nous reste 100 points de base à retracer et on les a même pas fait. Alors qu'on a eu 6% de hausse du marché, c'est-à-dire que même dans un environnement classique, si vous voulez, on aurait fait au moins la moitié de la hausse d'une année en quelques semaines. Donc ça veut dire que finalement ce qu'on voit, c'est que par rapport au rebond de marché et à la complaisance qu'on constate de manière globale, le rebond du crédit est très minime. Et ça, c'est malheureux. Ça, c'est le signe qu'il y a quand même des investisseurs qui ont encore un doute, qui ont encore une aversion pour le risque. Absolument. Sur certains segments de marché. Donc ça veut dire que la liquidité sur les nœuds névralgiques du système financier, même j'allais dire le nerf de la guerre, parce que le nerf de la guerre du capitalisme, c'est le financement. Et aujourd'hui, on voit que le financement, il se tarit. Et qu'il est en restriction sur le nombre de nœuds du système financier. Même on peut développer les émergents, c'est la même chose en fait. Les émergents, il y a eu une accalmie. On a fait une pause finalement depuis l'été 2018, mais on voit que finalement ça se détend assez peu et qu'aujourd'hui on retrouve les mêmes pays en difficulté et tout ça évidemment peut revenir très rapidement sur la table. Restez avec nous Jean-Jacques, parce que parallèlement à la situation que vous décrivez, il y a quand même aussi de l'appétit pour le risque, alors qui n'est pas forcément très visible, mais on l'a quand même vu à l'occasion de différentes émissions obligataires souveraines en Europe ces derniers jours, l'Espagne aujourd'hui l'Italie la semaine dernière, mais qui se sont arrachés comme des petits pains, comme jamais. Et Geoffroy Lenoir est avec nous par téléphone pour en parler, responsable des taux souverains euros chez Aviva Investors. Bonjour Geoffroy, merci d'être avec nous. Vous suivez peut-être la fin de la discussion qu'on a avec Jean-Jacques Coana en plateau, qui décrit quand même ce sentiment d'aversion au risque, ou ces questions de liquidité, ces questions de financement qui restent présentes à travers certains segments de marché, et notamment sur le marché du crédit, de la dette d'entreprise. Moi je mettais en face quand même l'exemple de l'Espagne et l'exemple de l'Italie, mais qui n'ont jamais reçu autant de demandes de la part des investisseurs internationaux pour placer de la dette à 10 ans pour l'Espagne aujourd'hui et à 15 ans la semaine dernière, je crois, pour l'Italie, Geoffroy. Qu'est-ce qu'on peut dire de ces opérations? Qu'est-ce qu'elles traduisent? Et qu'est-ce que ça nous dit de l'état d'esprit et de l'appétit pour le risque quand même des investisseurs aujourd'hui? Alors, ce qu'on voit, comme vous l'avez dit, c'est qu'il y a des facteurs qui sont très flagrants, on va dire de crainte sur l'aspect macroéconomique et l'aspect global. Vous l'avez cité, pour les accords même du trade war, il y a le Brexit, il y a la liquidité, il y a plusieurs facteurs qui jouent. Mais en début d'année, c'est vrai que nous, ce qui nous incite à être prudent, c'est le fait que les taux ne remontent pas en zone euro. C'est vrai qu'on a un appétit pour les taux qui restent là. Il y a beaucoup de liquidités, il y a beaucoup d'investisseurs qui ne sont pas venus pour acheter des taux en fin d'année. Et en attendant justement le carnet d'émissions qui a lieu en ce moment. Donc comme vous l'avez dit, il y a une demande exceptionnelle sur l'Espagne, l'Italie, le Portugal qui ont émis depuis le début de l'année. Plus de 50 milliards de demandes sur du 10 ans espagnol alors qu'il y a eu 10 milliards d'émis. C'est assez exceptionnel. Alors clairement il y a une recherche de rendement, au sein de la zone euro. L'Espagne offre des taux plus avantageux bien évidemment que d'autres pays de la zone euro. Sur le 10 ans espagnol on est à peu près à 1,32 quand on est à 0,23 sur l'Allemagne. Donc ça reste intéressant. Et on prend en compte bien évidemment l'aspect risque politique de chaque pays. Alors il y a un peu moins d'appétit quand on regarde les spreads qui restent élevés entre l'Italie et l'Allemagne, puisqu'on est toujours sur un niveau de spread de 250 points de base. On a du mal à casser ces niveaux-là, mais c'est vrai qu'un environnement où les taux perdurent durablement bas incite les investisseurs à aller chercher un peu plus de rendement là où il y en a. Quand bien même on n'a plus l'acheteur en dernier ressort qui était la Banque Centrale Européenne. C'est là où, je vais dire quand même, c'est le résultat de ces émissions obligataires de début d'année, défie quand même tout ce qu'on pouvait
entendre et lire sur la fin des achats nets de la Banque Centrale Européenne. On était inquiet justement pour le financement d'États comme l'Italie. Qui allait venir à la place de la Banque Centrale Européenne acheter de la dette italienne? Bon, on a trouvé une forme de réponse aujourd'hui, Geoffroy. Est-ce que ça veut dire que de ce point de vue-là, c'est déjà un dossier clos, même peut-être pour 2019, la question du financement de l'État italien? Non, on peut pas dire que le dossier soit clos. On peut dire qu'il y a une bonne, il y a des bonnes opportunités aujourd'hui pour le gouvernement italien pour venir émettre. Maintenant, il y a plusieurs réserves. Les investisseurs restent quand même assez prudents par rapport à la dette italienne. On est sur toujours un pays qui montre beaucoup de faiblesses en termes de prévision, en termes de croissance, en termes de budget. Donc les investisseurs naturels qui étaient revenus ces dernières années ne sont pas tous revenus et la plupart ne vont pas revenir tout de suite et vont préférer l'Espagne ou le Portugal à l'Italie en attendant d'y voir plus clair. Et pour y voir plus clair en Italie, c'est vrai qu'il faut passer encore, comme souvent, comme chaque année, plusieurs étapes. On a les étapes bien évidemment des élections de l'Union européenne, mais même si c'est pas forcément un grand facteur de stress pour les marchés, ça peut être un enjeu pour le gouvernement italien qui va devoir rentrer en campagne et bien évidemment ça va être intéressant pour les investisseurs de voir comment les deux responsables du gouvernement italien vont se situer par rapport à cela, donc Salvini et Di Maio, et si on ne risque pas d'avoir une nouvelle élection en Italie au cours de l'année. Donc ce sont des points d'incertitude qui maintiennent les spreads italiens à des niveaux élevés, des niveaux qui nous semblent à peu près justifiés aujourd'hui, mais dans un contexte où la macroéconomie se dégrade, c'est vrai qu'il faudra surveiller si on n'a pas davantage de baisse sur les prévisions de croissance en zone euro. Oui, c'est ça. Bon, il y a une fenêtre d'opportunité un peu tactique aujourd'hui pour reprendre ce risque italien, par exemple. On verra ce qu'il en est pour la suite de 2019. Dans ce contexte, est-ce qu'il y a un point particulier que vous attendez de la Banque Centrale Européenne ce jeudi, par exemple, Geoffroy? Elle aura quand même pas beaucoup de bonnes nouvelles à se mettre sous la dent. Alors j'imagine quand même que les émissions italiennes, espagnoles et autres feront partie des éléments qui vont rassurer un peu la Banque Centrale Européenne. Qu'est-ce qu'elle va pouvoir nous dire d'autre? Non, c'est vrai qu'on n'attend pas grand-chose de la Banque Centrale Européenne cette semaine. Il n'y aura pas de nouvelles prévisions économiques qui vont être publiées. On n'attend pas forcément d'annonces sur des mesures en termes de liquidité, sur des opérations de refinancement comme des TLTRO à long terme. On attend simplement un discours prudent, dovish, comme on dit régulièrement, qui montre que les risques sont davantage présents pour les marchés financiers. Toutefois, en pointant que la politique monétaire est adaptée aujourd'hui. Donc pas de changement en vue et pas de changement en tout cas sur les taux directeurs prévus avant la fin d'année. Merci beaucoup Geoffroy. Geoffroy Lenoir qui est avec nous par téléphone pour évoquer ce marché obligataire en Europe, responsable des taux souverains euros chez Aviva Investors. Jean-Jacques Cohen, on vous retrouve en plateau pour conclure cet entretien. Directeur des investissements d'ICAP Asset Management. Attention à la liquidité, les banques centrales se retirent, ou en tout cas retirent de la liquidité. Pour l'instant, elles stoppent le mouvement du côté de la Réserve fédérale américaine. On se montre beaucoup plus pragmatique, mais cette question de la liquidité, elle va revenir de manière incessante, vous dites, et c'est pas une émission italienne qui s'est bien passée, qui résout le problème ou qui permet d'évacuer cette question de la liquidité des banques centrales. À mon sens, pas du tout. Pourquoi? Parce que aujourd'hui on a une dégradation sur certains nœuds financiers qui est très importante et très clairement les banques centrales vont devoir retourner leur veste sur le resserrement monétaire et ce n'est pas du tout la complaisance actuelle des marchés et le rebond de 10% qui est propice à ce changement de biais. C'est-à-dire que si on voulait attendre un dénouement positif finalement de ce resserrement monétaire pour qu'il puisse se transformer en position, en acte et pas seulement en position d'attente, c'est-à-dire en action de la part de la Réserve fédérale, c'est-à-dire des baisses de taux ou de la part de la Réserve fédérale, un arrêt net de la vente d'actifs à son bilan, la normalisation du bilan. Pour la Banque Centrale Européenne, d'une reprise du quantitative easing, on n'est absolument pas aujourd'hui dans des configurations techniques de marché qui pourraient justifier de tels changements de la part des banques centrales. Et donc, à mon sens, on va aller d'inquiétude en inquiétude, de dislocation en dislocation, comme un jeu de saute-mouton, exactement comme on a fait
en 2018 avec des problèmes aléatoires qui peuvent venir de la hausse du dollar. Là, on voit que le dollar commence à se réapprécier dans un environnement de shutdown. Donc il faut voir que s'il y a une résolution au shutdown, on peut très bien imaginer une accélération très importante sur la hausse du dollar contre plusieurs devises, et notamment des devises émergentes. Donc ça peut venir de là, ça peut venir tout simplement du fait que si les marchés américains se tiennent trop bien, la Réserve fédérale recommence à nous préparer à des hausses de taux. Et puis tout simplement, en fait, je dirais que la complaisance sur les marchés italiens, eh bien, ça tend à nous conforter dans une situation où, si vous voulez, on pense que tout va bien dans la zone euro. Or, enfin, complaisance, et encore une fois, le directeur des investissements d'Allianz était avec nous hier, Franck Dixmy, vous le connaissez, je crois, Jean-Jacques. Enfin, il n'y a aucune complaisance dans le discours d'Allianz vis-à-vis de l'Italie. Ils ont participé à ces émissions parce que, tactiquement, c'était un bon moment pour prendre ce risque italien. Il n'y a aucune complaisance sur le reste et sur la crédibilité de l'Italie du point de vue budgétaire. Bien sûr, mais en réalité, je parle de complaisance au niveau global. Oui, mais cette histoire de saute-mouton, vous voyez, ça veut dire qu'on rate 10% d'eau, oui, là, par exemple. Oui, mais il faut être prêt. En fait, c'est exactement notre stratégie de la tortue. Je pense que, compte tenu de notre analyse détaillée de la liquidité, aujourd'hui, il n'y a pas d'amélioration sur des nœuds importants du système financier. Vous préférez rater 10% de hausse? Oui, parce qu'en fait, on peut les reperdre demain. Et en fait, l'idée 250 points de base sur l'Italie, ça montre un dysfonctionnement très important de la zone euro, avec des taux allemands à 0,23, on aura des pâquerettes, qui montrent bien qu'en fait il y a un dysfonctionnement important au niveau économique dans le fonctionnement de cette zone. Ce que je veux dire, c'est qu'à un moment, si ça se passe mal sur l'Italie, par exemple, que la Commission européenne qui a validé le budget italien sur une hypothèse de croissance à 1,5% et revoit cette hypothèse de croissance à 0,8% et demande à l'Italie, je pose une hypothèse. Enfin, c'est la vie de la zone euro depuis 10 ans, Jean-Jacques. Oui, mais c'est simplement ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a absolument aucune stabilité. Quand par exemple on dit qu'on va faire un pari tactique, moi ça me fait bien rire parce qu'il peut y avoir une discontinuité totale. Vous pouvez prendre en un jour 30 points de base sur la dette italienne. Mais je vous garantis d'ailleurs qu'on verra encore ça cette année. Mais oui, parce qu'en fait on n'a pas aujourd'hui de modèle de fonctionnement politique de la zone euro qui est abouti. Aujourd'hui, on n'a plus d'acheteurs en dernier ressort. Et l'Italie, par exemple, les investisseurs italiens n'ont pas d'actifs refuge, hormis le Bund. Bon, situation encore de risque sur les marchés qui justifie une approche toujours très défensive, une stratégie de la tortue, comme vous l'appelez chez Cap Asset Management. Merci beaucoup Jean-Jacques, merci de venir nous voir bien une semaine sur deux le mardi après-midi dans Intégral Bourse. Jean-Jacques Ouana, directeur des investissements d'Icap Asset Management. Une pause, bientôt 16h, on prend la direction de New York, on va retrouver sur place en duplex Grégory Volokin, le président de Mescar Financial Services. BFM Business, Intégral Bourse, jusqu'à 18h, la bourse en temps réel. Du lundi au vendredi sur BFM Business, on soumet Roger Jacob. Dès 6h, votre premier brief avant de partir travailler. L'actualité nationale et internationale, les entrepreneurs à suivre et les entreprises en croissance. Tout ce qui va faire bouger les marchés, les innovations marketing et technologiques. Good Morning Business, la seule matinale entièrement consacrée à l'économie. Une mise en lumière des initiatives positives et des réussites françaises. Good Morning Business, présenté par Stéphane Soumier, du lundi au vendredi, 6h-9h, sur BFM Business et sur RMC Story, canal 23 de la TNT. Vous souhaitez créer votre entreprise, lancer votre start-up ou doper votre chiffre d'affaires? Rendez-vous au Salon des Entrepreneurs, le plus grand événement business et networking d'Europe. Nouvelles tendances, financement, solutions numériques, bénéficiez des conseils de plus de 2000 experts pour faire décoller vos projets. Le Salon des Entrepreneurs avec BFM Business et Nicolas Dos, les 6 et 7 février au Palais des Congrès de Paris. Programme et inscription gratuite sur salondesentrepreneurs.com. Paris FinTech Forum. Les 29 et 30 janvier, Paris devient la capitale internationale de la finance digitale et de la FinTech. 250 dirigeants sur scène, 150 FinTech, 2600 participants de 70 pays, plus de 120 exposants et 80 médias pour 2 jours de conférences, ateliers et rencontres. Paris FinTech Forum, les 29 et 30 janvier au Palais Brognard à Paris, l'événement international de référence sur la finance digitale à l'heure de la FinTech. Informations et réservations sur parisfintechforum.com.
fintechforum.com. Retrouvez BFM Business à la télévision sur vos box fibres ou ADSL. Chez SFR sur le canal 46. Chez Orange sur le canal 228. Chez Free sur le canal 347. Chez Bouygues Télécom sur le canal 242. BFM Business est aussi disponible par satellite chez TNT Sat, FranceSat en 51 et Canal en 108. Regardez BFM Business sur bfmbusiness.com ou via l'application BFM Business, la télévision de l'info économique et financière. BFM Business. La France a tout pour réussir. Téléchargez l'application BFM Business et retrouvez tout BFM Business en mobilité. L'appli BFM Business, de l'info économique et financière. BFM Business. Jusqu'à 18h, l'émission 100% bourse. Intégrale bourse. Avec Grégoire Faber. Et des marchés qui consolident gentiment, sans stress. On a des niveaux de volatilité quand même qui ont pas mal rebaissé ces derniers jours. Alors on a une petite baisse à Wall Street pour la reprise de cotation après le week-end de 3 jours sur les marchés américains. On est en repli de 0,6% sur le Dow Jones, de 0,8%, 0,9% sur le Nasdaq Composite. En Europe, on a une légère baisse là aussi. Deuxième séance de repli consécutif pour le CAC 40, mais qui reste quand même sur des niveaux clés, proches de niveaux clés importants, autour des 4850 points pour le CAC 40 à Paris. 4835 points actuellement, le CAC est en baisse de 0,66%. Parmi les nouvelles économiques et financières du jour, eh bien, on notera UBS qui confirme quand même que le secteur bancaire en Europe a connu des difficultés importantes au quatrième trimestre. C'était le sens du message envoyé par Société Générale la semaine dernière. C'est confirmé par les résultats trimestriels apportés par la banque suisse UBS aujourd'hui, qui rate les attentes. Les résultats sont inférieurs au consensus des analystes financiers en raison de conditions, je cite, historiquement difficile sur les marchés, nous dit le patron d'UBS. Le titre UBS à Zurich est en baisse de 4%. L'ensemble du secteur bancaire suit le mouvement, avec BNP Paribas ou encore Société Générale qui recule de 2%, autour de 2% de baisse pour ces deux grandes banques françaises. Crédit Agricole recule d'1,5% actuellement. On a des éléments rassurants en revanche en provenance de l'aérien. C'est EasyJet qui a rassuré sur son activité de fin d'année en confirmant notamment ses prévisions annuelles. Le titre EasyJet fait partie des plus fortes hausses du stock 600, des plus fortes hausses européennes du jour. Le titre gagne plus de 5% à Londres, et dans le sillage on notera la très belle dynamique d'Air France KLM, et ce depuis plusieurs séances de hausse consécutives pour Air France KLM qui gagne entre 15 et 20% depuis le 1er janvier, avec des analystes qui redeviennent positifs les uns après les autres sur le dossier Air France KLM. Donc on passe d'un consensus très négatif à quelque chose d'un peu plus constructif sur le dossier Air France KLM. Aujourd'hui ce sont les analystes de Morgan Stanley qui révisent leur position sur le titre Air France KLM qui progresse d'un peu plus de 4% actuellement. Dans les publications du jour, on notera la très belle dynamique de vente également de Soitec, spécialiste du silicium sur isolant dans le secteur des semi-conducteurs, qui vient là aussi rassurer sur un secteur qui a été lourdement attaqué au cours de l'année 2018. Soitec qui relève même ses ambitions de vente pour son exercice en cours, et le titre Soitec fait figure de leader du jour à Paris, hors CAC 40 en tout cas. Soitec qui gagne un peu plus de 5%. Voilà pour le panorama de cette séance, des marchés qui consolident tranquillement, que ce soit à Wall Street après un week-end de 3 jours ou en Europe. Le CAC cède 0,6-0,7% à 4834 points. BFM Business, Intégral Bourse, jusqu'à 18h, la bourse en temps réel. Nos invités, direction New York tout d'abord. Pour commencer cette demi-heure, Grégory Volokin est avec nous en duplex, président de Mescard Financial Services. Bonjour Grégory. Bon, peut-être un mot de l'ambiance des marchés, un retour d'un week-end de 3 jours pour les investisseurs américains. Qu'ont-ils, ces investisseurs, à se mettre sous la dent pour reprendre leur activité aujourd'hui, Grégory ? Je dirais ils ont surtout à se mettre sous la dent des glaçons, parce qu'il fait extrêmement froid, moins 15 degrés ce matin à New York, et c'est pas vraiment anecdotique, parce qu'en fait l'ambiance a de la peine à se réchauffer. Pourquoi ? C'est qu'on est face toujours à ce shutdown du gouvernement qui dure maintenant depuis 31 jours, et ça commence à inquiéter les investisseurs, ça commence en fait à inquiéter tout le monde de voir que s'il n'y a pas une porte de sortie, on va avoir un effet évidemment sur l'économie qui deviendra de plus en plus net. Donc je dirais, on est un peu gelé sur nos positions, sans jeu de mots, tout simplement qu'on attend qu'il y ait un certain réchauffement à Washington pour pouvoir reprendre du risque et pour pouvoir repartir peut-être en hausse sur les marchés.
Alors effectivement, toute l'activité ne fonctionne pas normalement aujourd'hui aux États-Unis avec la fermeture de cette administration fédérale. Ça perturbe notamment la publication de beaucoup de statistiques économiques. Il y a quand même un chiffre qui vient de sortir, Grégory. Ce sont les reventes de logements, les ventes de logements anciens pour le mois de décembre, et qui marque une chute quand même assez sensible de 6,4%. Et ce qui, selon cet indicateur, montre que l'année 2018 a été quand même une année de coup d'arrêt pour certains segments de l'immobilier, puisque les logements anciens sur l'ensemble de l'année ont baissé de plus de 10% aux États-Unis. C'est un sujet toujours très sensible, l'immobilier américain. Comment est-ce qu'on l'évalue aujourd'hui à travers ce dernier indicateur, Grégory? Oui, essayons d'expliquer ce chiffre. Alors d'abord, les logements anciens, c'est 90% des ventes de logements aux États-Unis. Donc c'est la majorité des ventes de logements. Seulement 10% sont des nouvelles constructions. Ça, c'est une chose qu'il faut dire. La deuxième chose à dire, c'est que c'est le chiffre le plus faible en 3 ans. Donc ça montre un tassement du marché du logement. Alors, il faut voir les raisons de ce tassement du marché du logement, et en fait il y a 2 raisons principales. Une des raisons, c'est la hausse des prix, donc les logements devenant de plus en plus chers, il y a de moins en moins d'acheteurs. Et l'autre raison, c'est en fait le manque d'objets à acheter, le manque de maisons à acheter sur les marchés, donc le manque de choix qui pourrait être positif pour les acheteurs. Donc à cause de ces 2 raisons, on ne peut pas dire qu'on est dans un cycle qui s'effondre, qu'on est dans une situation particulièrement dramatique. On comprend très bien où on en est au niveau du logement, mais c'est vrai que c'est un chiffre qui est faible, et il faut aussi le dire, évidemment, que c'est un chiffre qui va avoir un impact sur les activités, par exemple, des banques, au niveau des prêts immobiliers. S'il y a moins de ventes de logements, il y a moins de prêts. Donc rien n'est innocent, mais ce chiffre en lui-même n'est pas un signal d'alarme par rapport à la santé de l'économie. Bon, voilà pour cette statistique immobilière, les ventes de logements anciens qui marquent quand même une baisse significative en décembre. Moins 6,4% et moins 10% environ sur l'ensemble de l'année 2018. Grégory, on écoute aussi beaucoup le discours des entreprises en ce moment, alors qu'ils publient leurs résultats trimestriels et qui essayent d'apporter le maximum de prévisions, d'éléments de leur activité pour la suite, pour les prochains trimestres, notamment dans la grande consommation. On a un groupe comme Johnson & Johnson qui a publié ses résultats. Est-ce qu'il y a des points dans le discours de Johnson & Johnson qui vous semblent intéressants à suivre et à rapporter, Grégory? Si on regarde le détail des activités de Johnson & Johnson, on pourrait dire que la première réflexion qu'on peut faire, c'est que quand il y a de la croissance, elle est vraiment minime. C'est une croissance de 1 à 2% au niveau de certaines branches d'activité. Donc c'est pas un signal particulièrement de force. L'autre chose, c'est qu'il souffre aussi de certains phénomènes qui commencent à se mettre en place aux États-Unis. Par exemple, pression sur les cours des médicaments. Il y a une telle volonté politique de la part en fait de tous les partis pour mettre fin à cette hausse éternelle du prix des médicaments que là les compagnies dans le secteur ne peuvent plus vraiment augmenter les prix comme elles le souhaiteraient. C'est pas négatif pour l'ensemble des Américains, c'est pas positif évidemment pour les compagnies qui vendent des médicaments. On voit aussi au niveau de Johnson & Johnson l'impact du dollar qui est quand même fort, qui est au-dessus de ce qui avait été prévu il n'y a même que 6 mois. Donc évidemment c'est un impact négatif sur toutes leurs ventes à l'étranger. Donc c'est vraiment l'exemple d'un groupe où les choses ne vont pas du tout mal. Elle a une croissance, cette compagnie, à peu près avec la croissance de l'économie. Sauf que, comme c'est une action dans laquelle il y a eu toujours beaucoup d'investisseurs qui allaient se réfugier, entre guillemets, on arrive à une action qui n'est pas bon marché du tout, avec des multiples aux alentours de 20 fois les earnings. Ce qui fait que l'attrait de cette compagnie pour un investisseur actuellement n'est peut-être pas criant, et c'est ce qui explique un peu la baisse du titre aujourd'hui. Rien de dramatique, mais rien non plus de très très excitant. Rien de flamboyant. Bon, Johnson & Johnson qui recule d'un peu plus de 1%. L'actualité des GAFA aussi, Grégory, alors c'était hier, mais la CNIL française infligeait une amende de 50 millions d'euros à Google pour la gestion de ses données utilisateurs, dans le cadre du nouveau règlement général de protection des données entré en vigueur en mai 2018. Bruno Le Maire, ministre français de l'économie et des finances, confirme une taxe GAFA à la française à partir du 1er janvier de cette année, donc rétroactive
perspective sur le chiffre d'affaires des grandes plateformes, ou en tout cas des groupes qui réalisent 750 millions d'euros au moins de ventes mondiales, dont 25 millions d'euros de chiffre d'affaires en France, et cette taxe pourrait aller jusqu'à 5% du chiffre d'affaires numérique de ces grands groupes. Est-ce que la France fait trembler les GAFA? Non, c'est un peu provocateur de ma part, Grégory, mais néanmoins, est-ce que ces décisions de la CNIL, de Bercy, est-ce que ce sont des signaux faibles quand même que les GAFA doivent, selon vous, surveiller de près aujourd'hui? Non, c'est des signaux importants parce qu'on sait d'ailleurs qu'aux États-Unis, une des grandes discussions, c'est justement d'arriver avec une réglementation pour mieux protéger la sphère privée et l'utilisation des données de ces GAFA. Maintenant, le fait de mettre une amende, je dirais, risque d'avoir un effet négatif pour beaucoup de monde, pas seulement pour Google, parce que 57 millions de dollars pour Google, c'est absolument ridicule, c'est pas un vrai chiffre. Par contre, pour toute, je dirais, la biosphère qui est autour d'un Google, des jeunes entrepreneurs en France qui ont besoin de ces GAFA dans leur business plan, si ces GAFA commencent à se retirer du territoire français, ça ne peut pas être vu comme quelque chose de positif. Donc je dirais c'est très bien de se rendre compte d'un problème qui est très important, qui est celui justement de la protection des données personnelles. Juste taper sur les doigts avec une amende, je pense que ça ne va pas très loin, et en plus en sachant qu'en Europe les Français font cavalier seul. Si on voulait vraiment arriver à une protection des données personnelles, c'est pas seulement la France qui devrait agir dans ce domaine-là. Bon, et puis on peut terminer, enfin c'est même plus un fonds activiste, on parle du fonds Elliott, qu'on connaît un petit peu en France, il est arrivé notamment au capital de Pernod Ricard. Allô? Oui? Dites-moi, bon, j'ai vu encore aucun chauffeur au téléphone. Oui. Par contre, je voulais savoir, parce que normalement, l'heure d'arrivée devrait être midi. Oui. Je sais qu'il y a une déviation. Oui. Ça peut peut-être prendre une heure en plus, donc oui. On va dire 13h. Mais par contre, là, au lieu de finir à 13h, on finissait à 16h. J'aimerais savoir un peu pourquoi autant d'écart. Bah, je sais pas, moi je suis parti à minuit 20, et après j'ai roulé. Minuit 20 de la PFC. Hein? Vous êtes parti à minuit 20 de la PFC? Bah, minuit 20. Normalement, le départ de la PFC, c'est 23h45 une fois chargé. Donc ils avaient plus d'une demi-heure de retard. Déjà, normalement c'est ça. Sur la Ashton Saint-Laurent-de-Mur, c'est Misaki 23h15. Pour le départ 23h45. Ah d'accord. Donc vous êtes mis à quelle heure? Pardon? Vous êtes mis à quelle heure aujourd'hui? En fait, il était chargé quand je suis arrivé. J'ai fait les papiers, je suis parti. Elle était déjà chargée? Ouais, elle était déjà chargée. Elle était terminée de charge. Elle était après chargement? Non, ça m'étonnerait ça. Non, je sais pas, mais elle était chargée quand je suis arrivé. D'accord, donc vous êtes parti à minuit 20 alors qu'elle était déjà chargée. Ouais. Donc déjà, ça me fait 23h45, ça me fait 35 minutes de retard déjà. Donc déjà, on perd 35 minutes. Mais de toute façon, ensuite, le relais, vous l'avez... Le relais? Ouais, le relais avec le chauffeur de Nord, vous l'avez fait à quelle heure? Bah, je sais plus exactement, 4h30, je crois, 4h25, 4h25. Vous êtes arrivé à quelle heure à Bar-le-Duc? 8h30. 8h30. Donc déjà, on a 1h45 de retard à Bar-le-Duc. Donc entre la PSC d'Achstein au départ et entre Bar-le-Duc, il y a 1 heure de différence. Donc vous avez perdu 1 heure entre ce temps-là. C'est 1 heure de retard, vous l'avez perdu où sur le je sais pas, moi j'ai fait les 45 minutes de pause et après j'ai pris la route nationale 67 et je suis arrivé direct à Bar-le-Duc. Je sais pas comment les autres y roulent. Moi je roule sur la route prudemment parce que la 67 elle est assez dangereuse et je roule assez prudemment sur la route. Moi je fonce pas. Mais je roule normalement, je roule bien. Je vais regarder quelque chose. Une seconde. Parce que là, le problème c'est que moi j'ai encore aucun chauffeur qui me répond.
Oui. Et demain, je peux pas pour l'instant, je peux pas caler ça pour demain. Le problème, il est là. Parce que là les embouteillages, là, c'était très long. Hein. C'était très long. Ah, mais je sais qu'après, depuis ce matin, on a un souci avec cet accident. Ça va revenir mercredi 2. Je vais juste regarder un truc là. Ouais. Moi, par exemple, mercredi 2 janvier, j'ai monsieur Sami Naten qui a effectué la tournée. Oui. Donc là même, la FCN Saint-Laurent de Murat. Donc lui, il est parti un peu plus tôt, malheureusement, il est pas resté d'accord. Il est parti une heure plus tôt, mais bon, c'était avant l'ancien chargement. Ok. Par contre, lui, quand je regarde son disque, à 10h30, il a terminé. Bah ça, je sais pas comment ils font. Moi, je roule, hein, et je fais les deux pauses, hein, je fais une pause de 45 minutes au relais, mais je dépasse les 9 heures de conduite, donc je fais une deuxième pause. Hein, je fais deux pauses. Alors moi, je sais pas comment ceux qui arrivent à faire ça en 9 heures de conduite, moi j'y arrive pas 9 heures de conduite, moi je dépasse les 9 heures, donc je fais deux pauses. Moi j'ai fait... Moi, par exemple, chez Taminatin, je l'ai fait. Et là j'ai bien fait de faire deux pauses parce que sinon j'aurais dépassé les 400 fois. Ouais. Enfin, moi c'est le problème, moi, c'est que là, vous allez rentrer pour quelle heure là exactement à peu près? Il faut une heure d'arrivée pour savoir sur qui je vais me rabattre. Là, est-ce qu'à 17h vous serez à la PFT? Bah, là maintenant j'ai repris l'autoroute après Saverne. Et là maintenant, je crois que je suis à 60 km, 50 km d'Erstein. Combien? 50 km? 50 km. Ok. Je vais donc parce que moi demain la Erstein Clermont 1 elle part à 2h. Oui. Donc on va 19, 20, 21, 22. Moi ça me dérange pas que ce soit pas tout à fait légal, mais je vais quand même pouvoir dormir. Non, on va pas jouer. Maintenant le problème c'est que je peux pas jouer la légalité, je vais le suivre maintenant. Là, si demain vous faites attraper, déjà que vous êtes trop conduit aujourd'hui, on va se faire attraper, ça va pas être bon pour nous. Moi j'ai deux tournées, c'est simple, j'ai la Erstein Clermont 1 qui part à 2h du matin ou j'ai la Erstein Clermont 1 qui part à 2h45. Ouais. Maintenant, il faut que j'arrive à avoir soit M. Seminatel, soit M. Texera au téléphone. Ouais. Je peux pas vous mentir que M. Texera a fini à 11h45, il est 16h, je pense qu'il va dormir. Ouais. Et j'ai M. Seminatel qui a fini à 13h, qui lui doit sûrement dormir aussi, c'est parfait. Donc le problème c'est que moi normalement vous voyez, je dois bientôt finir le travail. Malheureusement je vais devoir rester plus longtemps, donc j'ai trouvé personne au téléphone. Donc là sur un retard quand même, on a quand même un retard de 5 heures sur une tournée. Ouais. C'est énorme. Ouais. Et il y avait l'accident. Oui voilà, je suis d'accord, il y a l'accident ça prend 1 heure. Non ça a pris plus qu'une heure, hein. Ah non, l'accident c'est plus qu'une heure, ah non je suis désolé. Moi je me rappelle plus quand je suis arrivé avant Falsbourg qu'il y avait les embouteillages, mais de Falsbourg jusqu'à le centre de Saverne, même plus loin que le centre de Saverne, ça roule, c'est pratiquement que des embouteillages. Hein. Et là il y a presque 30 km d'embouteillage. Hein. Ah, c'est pareil, c'est pas 1 heure d'embouteillage, ça c'est pas vrai. C'est pas vrai. Ça, vous pourrez vérifier sur le disque, vous vérifierez sur mon disque. Je peux pas vérifier. Là, je peux pas vérifier en direct, c'est impossible. Ouais, mais vous pourrez vérifier. C'est bloqué comme dans l'embouteillage. Avant le Falsbourg, à 5-10 km de Falsbourg, jusqu'à après Saverne, c'était pratiquement que des embouteillages où ça roulait très lentement. Donc là, c'est plus qu'une heure d'embouteillage, ça je peux vous dire. Vous êtes resté bloqué combien de temps là depuis le début de l'embouteillage? Je me rappelle plus l'heure exacte où je suis arrivé juste avant Falsbourg, mais c'était que des embouteillages. On a roulé pratiquement que des embouteillages. Ça roulait, ça s'arrêtait et ça roulait très lentement. De toute façon, vous pourrez vérifier sur le disque, vous pourrez le voir. Là, je peux pas le vérifier tout de suite, c'est sûr. Après, je vérifierai, bien sûr, ça c'est sûr que. Là, je ne suis pas arrêté, j'ai rien fait. Parce que dans tous les cas, il va falloir que je le signale après la paye et tout. Elles vont m'appeler directement, donc elles vont voir ça. Le problème, là, c'est voilà, moi j'ai aucun chauffeur pour l'instant qui me répond. Et là, pour l'instant, on est mal pour demain. Voilà. Et moi, il faut qu'à 17h, vous soyez à Erstein. Ouais. 17h pour que vous puissiez repartir sur la Clermont 1 minimum.
Ouais, normalement j'y arrive, je crois que j'y arrive à 17 h. Et là, je peux vous dire que quand je vais appeler les autres chauffeurs, ils vont pas être contents, je leur dirai. Ouais, mais bon, ça, moi j'y peux rien, hein. J'y peux rien. Bon, moi quand on m'appelle, je râle pas, eux ils râlent, bon d'accord, moi je râle pas trop, moi ça me dérange pas de faire des remplacements, mais quand on m'appelle... Ah mais je sais. Ah par contre je sais que quand je vous appelle, il n'y a pas de souci, après je vous le dis, ils vont râler quand tu vas leur dire qu'ils vont devoir changer encore de tournée. Ouais bah, c'est comme ça, hein. Voilà. Si eux ils veulent pas faire, bah ça c'est moi je peux pas me mettre à leur place. Hein. Moi, je suis... Ah mais de toute façon on sera obligé de le faire, hein. On sera obligé de le faire. Ouais. Bon, ok, dès que j'ai des nouvelles, je vous tiens au courant. Ouais. Voilà, mais soyez prêts à partir soit sur la Clermont 1, soit sur la Gare 20 demain. Ouais, d'accord. Allez, je vous recontacte. Merci. À tout à l'heure. Il y a du nouveau. Est-ce qu'il y a des secteurs ou des valeurs, je sais pas, qui étaient dans des configurations, par exemple, très négatives l'an passé, qui envoient des signaux plus positifs, voire des configurations qui sont en train de se retourner? Est-ce qu'on l'observe quand on fait l'analyse, voilà, dossier par dossier ou secteur par secteur, comme vous le faites, Marc? Alors, déjà, il y a une grosse différence pour l'instant, de façon générale, tout secteur confondu. Il y a beaucoup plus de signaux éventuels positifs qu'on peut voir au cas par cas sur les États-Unis que sur l'Europe. Déjà, ça c'est une évidence. Le rebond de la tech US, par exemple, aujourd'hui, il est quand même assez impressionnant. Il y a certaines valeurs qui sont revenues dans des peut-être des Amazon, plus des Amazon, des Google, etc., que des Apple qui avaient lui un peu plus souffert en fin d'année. Netflix, on le rappelle, hein, ça a repris 50% depuis le point bas de Noël. Netflix, là, c'est pas une petite valeur quand même. Absolument. Netflix, hein. Bon là, il y a le rebond particulier dont vous parlez d'eBay, pour une raison particulière, mais qui a quand même pris 9% là aujourd'hui. Donc tout ça fait que techniquement, ça redonne un biais haussier potentiel. En Europe, c'est un peu plus délicat. Il y a forcément des valeurs qui ont été des secteurs qui ont été un peu plus massacrés, qui ont repris un petit peu. Mais par exemple, si on parle, l'un des secteurs les plus tendus, c'était les équipementiers automobiles, par exemple. On voit bien que en dépit du rebond qui a pu être assez intense sur Faurecia, voire un peu sur Valeo à quelques jours, il n'y a rien de très encourageant. Techniquement aujourd'hui, il n'y a aucun signal, aucun ratio de Fibonacci dépassé pour se dire finalement on peut revenir à l'achat sur ce secteur. C'est ça, pas de quoi prendre des positions long terme sur ces titres. C'est la même chose sur les banques. À un moment, on a pu penser que jusqu'à la semaine dernière. Voilà, exactement. Jusqu'à la semaine dernière, on y croyait. On commençait à se dire, alors, parce que les banques sont quand même un peu leaders parfois, lorsqu'on se dit bon, on est haussier sur les banques, on a un peu de mal à être baissier sur le marché. Et là, effectivement, même les banques ont à nouveau marqué des signaux de faiblesse et le rebond, même s'il commençait à être assez important, reste proportionnellement encore relativement. Oui, puis il est surtout en train de se dégonfler là depuis quelques séances. Les banques sont en train de repartir dans le mauvais sens. Donc là, on en est vraiment à ce qu'on disait, c'est-à-dire de la prudence, faire attention. Après, peut-être que certains ont envie d'avoir un peu plus de conviction, envie peut-être aussi, ça arrive sur les marchés, il y a des gens qui font aussi des paris parfois un petit peu en se disant moi j'ai envie de parier qu'on a touché le point bas, etc. Mais d'un point de vue tangible, c'est pas trop le but. Enfin nous, ce qu'on essaie, c'est justement de dérisquer un petit peu le côté pari, mais après chacun fait comme il veut. Justement, en enlevant cette donnée-là, je pense qu'aujourd'hui, si on veut être concret et tangible par rapport aux données qu'on a entre les mains, je pense que c'est un peu délicat d'envisager que c'est les soldes et qu'il faut revenir forcément à la hausse. On peut même encore prendre 5-6% facilement sur les États-Unis sans que pour autant se dire ça y est, on va repartir sur des plus hauts. Ouais, donc il faut attendre encore un peu avant de se faire une idée plus précise. Non, mais c'est bien de le dire, parce qu'il y a des moments comme ça où il est important d'attendre aussi, peut-être. Ah oui, absolument. Ça fait partie de la gestion des marchés, de savoir attendre. Maintenant, aujourd'hui, il est évident que quand on s'était vu, vous m'avez dit avant l'année dernière, etc., je n'aurais pas parié sur un rebond aussi intense et qui vient remettre un peu. Ça aurait été plus simple pour tout le monde finalement, en tout cas, même si ça aurait été peut-être moins glorieux, mais de se dire que la baisse allait reprendre un peu les velléités haussières, allait reprendre un peu le dessus, baissière, pardon, allait reprendre le dessus pour éventuellement finir, j'allais dire même techniquement et fondamentalement, une purge un petit peu nécessaire qui viendrait coller un petit peu à la réalité économique telle qu'elle était en tout cas à l'époque. Maintenant, il y a des PER qui sont encore très élevés, d'autres qui sont effectivement très peu élevés. Donc ça revient à dire ce qu'on disait tout à l'heure, à savoir au cas par cas, on est encore dans le flou pour l'instant. Il n'y a pas une tendance qui se définit. Lorsque vous regardez vos valeurs les unes après les autres et qu'il y en a la moitié que vous avez envie d'acheter, la moitié que vous avez envie de vendre, forcément, vous devez rester prudent. C'est
assez parlant, effectivement. Hein. J'avais une question Brexit, Marc, mais enfin sans vous emmener sur la politique, mais juste déjà sur le sterling par exemple, hein, la paire GBP-USD. En analysant froidement, techniquement, comme vous le faites, l'évolution du sterling, est-ce que le marché a choisi son camp dans cette situation de Brexit? Justement, à court terme, court moyen terme, on a sur l'ensemble des paires en sterling, on a effectivement une reprise de la livre face au dollar, face à l'euro aussi. Donc l'euro GBP a repris un biais plutôt baissier, qui fait que pour l'instant, dans les prochaines semaines, on a plutôt tendance à vouloir croire que la livre va continuer de s'apprécier face à un ensemble de on ne joue pas le scénario catastrophe. Non, c'est exactement, c'est un peu ça finalement. C'est un peu le cas du non-événement qui fait que la livre reprend un peu. C'est-à-dire qu'on n'est plus trop en train de penser à ce qu'on appelle le hard Brexit, à savoir une sortie sans accord de l'Union européenne. Et là, du coup, effectivement, la livre reprend un petit peu, peut-être sur des arbitrages de cambistes qui viennent et se dire bon là c'est peut-être le moment avec ce qui est en train de se passer autour du Brexit. On cherche de toute façon sur le marché en général, on va aller chercher des drivers, de savoir à chaque fois on le voit. À un moment, vous vous souvenez, c'était le pétrole qui était le grand driver et duquel on parlait un peu tout le temps. Là, je pense que les intervenants ont aussi tous azimuts en cherchant sur les classes d'actifs se disent peut-être que sur l'échange là, on a pas mal à jouer sur la livre qui, avec le phénomène Brexit, va nous permettre d'avoir un potentiel plus intéressant que, je sais pas, sur l'euro CHF où il se passera peut-être moins de choses. Bon, on cherche les sources d'opportunités. Le sterling, on est peut-être une en tout cas, et c'est vrai qu'on voit la devise britannique qui s'apprécie encore un petit peu face au dollar cet après-midi. Merci beaucoup Marc, merci d'avoir été avec nous en plateau pour évoquer ces quelques considérations techniques autour de nos marchés. On reste quand même dans une phase assez indécise, hein, c'est ce que je retiens. Marc Daguerre, le président de DT Expert, avec nous dans Intégral Bourse sur BFM Business. On marque une pause, 1 heure de cotation à New York, dernière heure de séance en Europe. On est sur une tendance à la consolidation après la phase de rebond qui marque ce début d'année 2019. Le CAC, pour l'instant, 7,08%, 4829 points. BFM Business, Intégral Bourse, jusqu'à 18h, la bourse en temps réel. Du lundi au vendredi sur BFM Business, place au débat, à la controverse et à la pédagogie. Dès 9h, Nicolas Dose donne la parole aux experts sur les grands sujets d'actualité du jour. Politique, économie, société, internationale. Économistes, journalistes et chefs